Il est actuellement chef de service des soins intensifs des hôpitaux universitaires de Genève, HUG, ou HUG. Lequel vous dites HUG, c'est bien. HUG, Ça ne pas en anglais, ça. D'accord. Spécialiste en médecine interne et médecine intensive. Il dirige également un laboratoire de recherche au département de microbiologie et médecine moléculaire. Il est également professeur et historien en charge de la médecine clinique à l'Université de Genève et membre du comité de Medicuba Suisse. Juste. Super, tout est juste. Ok. Alors, toi qui travailles au front aux urgences en Suisse, peux-tu nous donner des exemples de médecins cubains dans leur mission, dans leur brigade? Je sais que tu as soigné le médecin cubain qui a chopé Ebola. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu plus de toutes ces expériences, leur réussite dans la crise du Covid, par exemple? Ouais. Okay, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à Martin et à Franco d'avoir planté le décor au fond de ce que je vais pouvoir dire. On s'est parlé de certaines choses, mais qui ont déjà été dites en grande partie. Au fond, le système de médecine de Cuba, peut-être d'abord pour vous dire quelle est ma relation avec Cuba. Elle est plus jeune, au fond, que mes deux prédécesseurs. Moi, j'ai découvert Cuba en 2009, donc voilà, ça fait pas si longtemps que ça, mais en fait, ça fait quand même 13 ans. Et j'ai commencé à y aller, et très vite, j'ai rencontré les médecins cubains et j'ai monté des projets dont je vais un petit peu vous parler. Et ensuite, j'ai rejoint Medicuba dans son comité grâce à Martin Herman. Et j'ai beaucoup de plaisir à participer à toutes ces activités. Au fond, il y a un élément qui n'a pas encore été vraiment mentionné et qui fait vraiment pour moi partie du succès du système de santé de Cuba, qui est le système de l'éducation, au fond. Et une bonne partie du PIB cubain a été mis dans la santé, ça a été dit, mais ça a été aussi mis dans l'éducation. Parce qu'au fond, si on veut produire, entre guillemets, ou former des médecins, et la formation, le nombre de médecins est absolument impressionnant à Cuba. Il n'y a aucun pays au monde qui a une formation aussi intense de médecins. Et ça, c'était une vision de Fidel Castro et du gouvernement très très vite après la prise de pouvoir en 1959. C'était de dire on va coupler l'éducation avec la santé. Parce que pour produire des bons médecins, il faut des jeunes qui soient bien éduqués et qui aient une bonne formation primaire, secondaire, puis universitaire. À un moment donné, au fond, où il y a eu beaucoup d'exodes de professeurs au moment de la Révolution, il a fallu refaire tout ce système. Et ça a été une entreprise gigantesque et qui a été un succès phénoménal. Au fond, pour ceux d'entre vous qui connaissent Cuba ou qui sont à Cuba, c'est pas rare de rencontrer des personnes dans la rue qui ont une ou deux licences. Un universitaire, on ne dirait pas. Un chauffeur de taxi, ça peut arriver aussi. Et Cuba, à ma connaissance, je crois que c'est le seul pays au monde qui paye ses étudiants. C'est-à-dire qui donne un petit salaire aux étudiants universitaires. Alors c'est peu de choses, mais pour Cuba, c'est un tiers d'un salaire normal. Et ça favorise au fond cet accès à l'éducation et qui va faire au fond de ces jeunes des médecins. Il y a aussi, je dirais, la valorisation de ce qu'est le médecin à Cuba. C'est pas un métier de loser là-bas. Hein. Les médecins sont vus comme des personnes importantes. Les médecins, je dirais les soignants en général, les infirmières aussi, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est quelque chose de très valorisé. Quand il y a un médecin dans la famille, moi quand j'allais là-bas, on me le présentait très vite, on me disait voilà, il est médecin, et ils étaient fiers vraiment d'avoir un médecin dans leur famille, ou de me dire voilà, je ne peux pas te le présenter parce qu'il est en mission au Ghana. Alors c'est un système qui a grandi comme ça, de façon presque exponentielle. Martin a parlé de l'ELAM, j'en parlerai pas, une
dirigée pour les non-cubains, mais le système de santé a produit un nombre de médecins phénoménal. On parle de 10 000 par année. En Suisse, on doit être à 1000, quoi, hein, en gros. Voilà, donc on est à 1 pour 10. Et pourquoi, au fond, on produit autant de médecins? Ben, c'est pour exposer le peuple cubain à beaucoup de médecins. Et c'est vrai qu'il y a un médecin pour 170 habitants environ à Cuba, ce qui est la densité la plus importante au monde. Mais c'est aussi parce qu'il y avait une vision, il y a une vision dans l'idéal révolutionnaire, dans l'internationalisme cubain, de dire, voilà, nous on est capable de générer ça, mais on ne va pas rester sur notre île. On va aussi apporter de l'aide médicale aux pays qui en ont besoin. Et comme ça a été dit par Martin, plus de 150 pays en ont bénéficié, que ce soit pour des projets chroniques. Voilà, on dit souvent le dernier médecin qu'on va rencontrer dans la brousse en Afrique, c'est un médecin cubain. Et c'est vrai. Beaucoup de ces pays ont employé des médecins cubains, ont bénéficié de l'aide cubaine pour leur médecine, pour le soin de leur population. C'était le cas, bien sûr, aussi dans l'Amérique latine. Au pic de l'aide médicale cubaine, il y avait 40 000 médecins cubains qui travaillaient, il y a juste quelques années, à l'extérieur de Cuba. Pour vous donner une image de ce qu'est 40 000 médecins cubains, c'est plus que le nombre de médecins suisses en Suisse. Voilà, c'est un pays de 11 millions d'habitants dans les Caraïbes, qui est un pays qu'on peut considérer en voie de développement, c'est un pays pauvre, et qui a cette générosité, au fond, d'aide aux populations qui en ont besoin. Et moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui a motivé mon implication aussi dans les projets que j'ai pu mener à Cuba. Après, ce qui m'intéresse plus particulièrement, et c'est peut-être ça dont je vais vous parler, on a parlé de la biotechnologie, j'ai un laboratoire qui fait de la médecine moléculaire, donc je me rends tout à fait compte, et c'est impressionnant qu'un pays comme Cuba arrive à générer des produits aussi pointus et aussi efficaces, et les vaccins. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est aussi leur gestion de l'urgence et des catastrophes. Alors ça, c'était une autre vision, je dirais, le gastro, c'est quand ça a été dit par Martin en 2005, ouragan Katrina, qui frappe de plein fouet le sud des États-Unis, qui fait des morts et des spectacles de désolation. Fidel décide de proposer l'aide de médecins formés en médecine de catastrophe. Ce n'est pas n'importe quel médecin pris au hasard, c'est des médecins qui ont été formés en médecine de catastrophe pour aller aider les États-Unis. Les États-Unis refusent cette aide. Mais la brigade, elle existe. Brigade Henri Rive qui a été mise sur place. C'est quoi cette brigade? C'est des médecins qui sont des médecins de premier recours ou des spécialistes, et également des infirmiers, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est vraiment des médico-soignants comme brigade. C'est des gens qui ont un sac à dos, une mochila chez eux et qui sont prêts à partir quand on leur demande, sur une base volontaire. On ne les a pas obligés à faire ça. On ne les oblige pas à faire ça sur une base volontaire parce qu'ils y croient. Ils sont capables de partir dans les 24 heures. Il y a un tremblement de terre à Haïti. Le lendemain du tremblement de terre, combien de médecins cubains qui vont à Haïti? 1000. Quel pays, au fond, est capable de donner une telle réponse aussi rapide et aussi intense à quelque chose qui se passe? Alors ça se trouvait que c'était sur l'île d'à côté, c'était important. Je crois que les Haïtiens s'en rappellent encore d'avoir eu cette aide rapide pour aller soigner des Haïtiens qui étaient encore sous le décombre à ce moment-là. La même chose pour des glissements de terrain en Équateur, la même chose pour des tremblements de terre jusqu'au Pakistan. En fond, c'est une brigade qui a eu une activité vraiment intense. Chaque fois que c'était nécessaire, Cuba levait la main et ils sont allés aider. Là où j'ai été directement impliqué et où j'ai suivi ça de près, c'est ce qui s'est passé en 2014 en Afrique de l'Ouest, une épidémie avec un virus, Ebola, qui commence l'hiver 2014
un peu à bas bruit comme ça. Les premiers à alerter l'opinion, c'est Médecins sans frontières. MSF dit et écrit à l'OMS en disant ce qui est en train de se passer là-bas, c'est pas beau. C'est pas la petite épidémie qu'on voit des fois au Congo, comme ça, c'est une épidémie de plus grande ampleur. Et je pense qu'il y a un retard de l'OMS, et ça a été reconnu au fond. Il y a eu un retard de prise de conscience de l'ampleur de cette épidémie. Et il faut attendre le mois d'août pour que Margaret Chan, qui était la secrétaire de l'OMS, fasse la demande officielle au monde pour avoir une aide médicale pour l'Afrique de l'Ouest. Et de nouveau, ça se fait à l'OMS, à Genève, et on pose la question, qui est-ce qui va nous aider? Le premier pays qui lève la main, c'est Cuba. Ils n'ont jamais vu un cas d'Ebola dans leur vie, Cuba. Alors ils ont des fièvres hémorragiques, ils ont la dengue, ils ont le chikungunya, on en parlait tout à l'heure, ils ont le Zika, mais ils n'ont pas Ebola. Ebola, c'est quand même particulier. À cette époque-là, quand on attrape Ebola, on a 60% de chances d'en mourir. C'est ça la réalité d'Ebola. Et ils lèvent la main, et non seulement ils lèvent la main, ils disent dans 3 semaines, on envoie 170 soignants, essentiellement des médecins, en Afrique de l'Ouest. Il n'y avait aucun pays qui avait envoyé autant. MSF était présent, d'autres ONG étaient présentes, les États-Unis, ça comptait sur les doigts de la main, hein, les gens qui ont été engagés là-bas. Et dans l'hôpital qui s'occupe des maladies infectieuses, dans la banlieue de La Havane, ils montent du jour au lendemain un hôpital de campagne, comme il y a en Afrique, et ils commencent à entraîner leurs médecins pendant 3 semaines. Et c'est un entraînement, voilà, comment on va faire, comment on va prendre en charge ces cas, comment il faut s'habiller surtout et se déshabiller. C'est en se déshabillant qu'on se contamine avec ces tenues un peu, vous avez vu à la télé, ces tenues de cosmonautes blanches. Et puis en 3 semaines, il n'y a pas 170, mais en fait 250 soignants qui débarquent en Afrique de l'Ouest, dans les 3 pays qui ont été atteints, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et donc, voilà, l'histoire, elle commence avec la Suisse quand un de ses médecins, le docteur Félix Baez, 10 jours après être arrivé, tombe malade de Ebola. Il est pris en charge par une équipe britannique sur place. D'emblée, il ne va pas bien. On lui met un cathéter. Et puis, Cuba avait été assez clair avec ses médecins en disant « Nous, ça va être compliqué de vous ramener sur le sol cubain si vous avez quelque chose. » C'était un peu, c'est un peu comme Lincoln Reed, quoi. Il faut faire un pas en avant, aller vous combattre, mais ça va être compliqué si vous tombez malade. Mais ils ont fait un appel international, et il y avait une sorte de, le mot n'est pas très bien choisi, mais une sorte de bourse à Bruxelles, quand on proposait des cas de médecins ou d'infirmières rapatriés, les pays qui s'étaient préparés à recevoir des tels cas levaient la main. Et la Suisse a levé la main. Nous, on s'était préparés depuis le mois d'avril, dans mon hôpital, à recevoir un tel cas. Et je peux vous dire, c'est quelque chose de très très complexe. Et on a mis... on a donc entraîné notre équipe à s'habiller, se déshabiller et prendre en charge un tel cas infectieux. Et le patient a été rapatrié de Sierra Leone 48 heures après son diagnostic. Et il est arrivé à Genève dans un état qui était très grave. Il a failli l'intuber au moment où il est arrivé. On a dit on va attendre quelques heures. Et il a fallu motiver l'équipe. Il a fallu motiver cette équipe suisse, au fond, de se dire il va falloir rentrer dans la chambre, en sachant que si on se contamine, c'est 60% de mortalité. C'est à peu près ça. Et finalement, les choses, je vais vous la faire courte, les choses se sont bien passées. Et Félix Baez a été guéri. Après 17 jours de traitement, on a fait les PCR tous les jours et on a vu que finalement il n'avait plus de virus après 17 jours et on a pu le laisser rentrer à Cuba. Voilà. Au
pourquoi cette histoire elle est édifiante aussi, c'est que ben, ça tient la personnalité de ce patient-là, qui est vraiment un médecin hors norme, je dirais. Et quand il est arrivé à Cuba, la télévision cubaine l'attendait comme une sorte de héros, ce qu'on peut imaginer quand même. Et ils lui ont posé la question, au fond, qu'est-ce que tu vas faire, Félix, maintenant? Et il a dit, ben, je vais me reposer 2-3 semaines, je vais prendre un peu des forces. C'est vrai qu'il a perdu 15 kilos en 17 jours. Hein. Et puis après, je vais retourner terminer ma mission en Sierra Leone. Voilà. Ça, c'est un peu l'esprit de ce genre de médecin qu'on trouve à Cuba. Et il l'a fait. Il est retourné en Sierra Leone avec ses camarades. Alors la chance qu'il avait, c'était qu'il était immunisé. Lui, il ne risquait plus de l'attraper. Mais quand même, moi j'ai bien connu Vania, sa femme, son fils Alejandro, qui était étudiant en médecine. Et voilà, c'est quand même très courageux de faire cette chose-là. C'est une histoire, c'est l'histoire d'un homme, mais je trouve qu'elle illustre assez remarquablement l'implication des médecins dans le système de santé cubain et aussi à l'extérieur, et cette générosité, cet altruisme médical de Cuba que moi j'ai au fond pas rencontré à ce niveau-là dans d'autres pays. Bien sûr, il y a des ONG, bien sûr la Suisse participe aussi à l'aide internationale. Voilà ce que Franco a fait dans l'Amérique centrale, Martin aussi, ça va dans le même sens, mais c'est presque des individus, c'est presque... Là, on est en train de parler de milliers de personnes qui font ça. Voilà, le système de santé, actuellement, il souffre, pour ce qu'on en sait, comme toute l'île. L'île souffre. Il souffre parce qu'en plus du blocus, il y a le Covid. Il y a les devises qui ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas de tourisme. Et la difficulté, il y a de plus en plus de difficultés à trouver de la nourriture sur place. Franchement, pour les contacts que j'ai à Cuba, la vie est dure. Elle ressemble un peu à la période spéciale qu'on a connue après la chute de l'URSS. Et voilà, donc il va falloir maintenant beaucoup, je dirais, d'appui et de courage au peuple cubain pour remonter la pente. Mais moi j'ai foi dans ce peuple et dans ce pays parce qu'ils sont capables de faire face à l'adversité. Mais ils ont aussi besoin d'aide. Et ça donne aussi toute la légitimité et la pertinence d'associations comme la nôtre, et d'associations comme Medicuba Europe, et des gens qui aident ce peuple et qui aident au fond ce système de santé parce qu'il est unique et parce qu'il est admirable. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vous prie quand même de venir les trois devant pour nos questions. Tu restes devant avec le chat. Merci. Pardon, on prend de l'eau avant de prendre. Et je commence à poser la première question pendant que vous vous préparez, justement par rapport à ce que disait Jérôme. Est-ce que Franco, peut-être tu pourrais nous répondre un peu, tu nous expliques un peu ce qui s'est passé, pourquoi la radio-télévision suisse romande, RTS, a osé diffamer ces médecins cubains. On avait gagné, c'était en mars 2020, si je me rappelle bien. Et ils ont dit que ces médecins cubains, ils sont des chemises blanches utilisées comme esclaves. Et ensemble, on avait réclamé. Et tu peux peut-être expliquer un peu comment on avait fait pour gagner un procès contre diffamation contre eux. Et puis la question peut-être pour Jérôme. Pourquoi les médecins chez nous ne vont plus à la maison? Par exemple, mon papa, il n'a pas pu se faire vacciner, il était trop âgé pour se lever. À la fin, il y avait un médecin qui est venu quand même à la maison, qui était dans une campagne de vaccination, et il a dit, mais ne dites rien, sinon je perds mon travail.
Et pour Martin, que pouvons-nous imaginer ici pour contribuer au maintien de ce système, également au-delà du financement des projets, et surtout, que pouvons-nous apprendre de Cuba? Et après, vous posez vos questions aux trois ici. Juste brièvement. Oui. D'abord, peut-être une petite chose. Au sujet de l'aide internationale, on n'en a pas beaucoup parlé en Suisse. On peut enlever l'ordinateur. Il est plus de j'ai déjà essayé. On ne peut pas. Non, c'est pas. On peut l'éteindre. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut l'éteindre? Parce que c'est pas un problème. On peut l'éteindre. Au début de la pandémie, le Tessin a été frappé beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que le reste de la Suisse. Nous avons toujours encore, si on fait le calcul aujourd'hui, à peu près le double des morts en comparaison du reste de la Suisse. Et là, à un certain moment, on avait l'impression qu'on n'arriverait pas disons, à contrôler la situation avec les forces sanitaires qu'on avait. Et alors, à ce moment-là, le Conseil d'État du canton Tessin a demandé au Conseil fédéral de demander de l'aide à Cuba. De demander à Cuba si Cuba était d'accord d'envoyer des médecins pour nous aider. Et alors là, le Conseil fédéral a dit bon, on va voir, et à la fin ils n'ont rien fait, puis la situation entre-temps s'était un peu calmée, mais ça vous donne un peu l'idée que même en Suisse, à un certain moment, quand on a eu peur, on a dit peut-être on va demander aux Cubains de venir nous aider. Maintenant, cette histoire-là, disons, c'est une transmission qui a été faite par RTS. C'était au moment où, justement, là, tout le monde parlait très bien des médecins cubains qui allaient partout dans le monde, aider en Italie, en Espagne, aux Antilles, un peu partout. Et là, ils étaient très populaires. Et là, il y a eu toute une campagne qui a été lancée par Miami, Washington, et qui, pour contrer cette popularité des médecins cubains, ils ont commencé à dire, ouais, bon, mais ces médecins-là, c'est des esclaves, parce que quand ils travaillent, où ils vont travailler, alors ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font, mais 2/3 ou 60% de ce qu'ils gagnent va à l'État cubain. Et ça c'est vrai, mais d'autre part, eux, d'abord ils vont là volontairement, deuxièmement, à Cuba ils continuent de recevoir leur salaire. Alors c'est absolument pas des esclaves, mais c'est simplement de la propagande, comme il y a beaucoup de propagande qui est organisée avec des millions de dollars par Washington. Et alors RTS a fait une émission dans laquelle ils ont parlé de ça, et ils ont interviewé deux Cubains qui vivent à l'extérieur, qui sont des opposants du gouvernement cubain, et qui disaient oui, oui, c'est vrai, et tout ça, alors ce que nous connaissons, et il n'y avait absolument pas quelqu'un qui au moins aurait pu dire le contraire. Et là, nous avons pensé que c'est contre le principe d'objectivité qui doit être garanti dans le service public. Et disons, l'association Suisse-Cuba et nous, le Médicubain, nous avons porté plainte au service de contrôle de la radio-télévision, et à la fin, ont gagné, et ils ont été... à l'unanimité, la Commission fédérale leur a dit ce n'est pas acceptable, il faut vous excuser, et il faut que vous cherchiez prochainement à récupérer ça. Ils ont biffé ça, on ne peut plus l'écouter
Mais bon, ça c'était c'était une année avant, plus personne ne parlait de ça, mais ils ont biffé ça, on ne peut plus l'écouter aujourd'hui, mais ils ont été officiellement condamnés pour ça. Donc la question d'Andrea, c'était au fond, pourquoi les médecins suisses ils vont plus à domicile avec les médecins cubains. C'est une question tellement pertinente et qui explique aussi l'implication des médecins et la vision de ce que devrait être un médecin de premier recours et un médecin de famille. Moi, mon médecin, quand j'étais enfant, il venait à la maison. Je crois qu'on a tous, ceux qui ont peut-être mon âge, se rappelaient de ça. Et moi, je n'ai pas trop dit ce que je fais à Cuba, mais une des choses que je fais, c'est que j'amène des étudiants en médecine de la faculté de médecine de Genève, je les amène à Cuba. Et ils passent 1 mois ou 2 mois. Alors, il y a les plus jeunes, ceux qui sont en 3e année, ils vont faire de la médecine de premier recours et je les mets dans les consultorios. Et ils vont justement, ils suivent un médecin de famille pendant 1 mois, généralement. Et ils sont unanimes en venant en disant mais c'est comme ça qu'il faut faire la médecine. Au fond, le médecin, Martin l'a déjà raconté, le médecin, le matin, il consulte, souvent l'après-midi, il s'occupe d'un quartier, par exemple à La Havane, il s'occupe d'un pâté de maison, et puis il connaît les gens, forcément, parce que c'est ses patients, donc il va les visiter l'après-midi, et il va s'occuper en même temps de la grand-mère qui n'arrive pas à venir consulter, mais aussi un peu du chien, un peu de la qualité de l'eau. C'est une médecine globale, c'est une médecine intégrative, au fond, de la santé intégrative. Et ici, je ne connais aucun généraliste qui s'occupe de la qualité de l'eau. Peut-être qu'il n'y a pas besoin en Suisse, hein, tu me diras. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire qu'ils ont intégré beaucoup plus que juste je viens, j'ai un symptôme, je traite le symptôme, je repars avec une recette, une prescription. Et puis, c'est vraiment une vision beaucoup plus globale de ce que c'est la santé. Aussi, on a parlé de la biotechnologie, mais moi, le succès de Cuba, c'est la prévention. C'est une médecine préventive. La prévention de la mortalité infantile, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais c'est la mortalité infantile la plus basse de toutes les Amériques. Alors, les États-Unis, c'est facile, comme tu as dit, hein. C'est pas un pays très développé, les États-Unis. Mais le Canada, punaise, hein, ils ont une mortalité infantile qui est plus basse qu'au Canada. Parce qu'ils ont un programme qui s'appelle le PAMI, c'est un programme materno-infantile qui suit les femmes enceintes. Dès qu'elles ont un petit souci, voilà, on les met dans un endroit où on les contrôle, les protéines dans les urines, la tension, les infections, etc. Qui fait qu'on les amène en santé jusqu'au moment où elles doivent avoir leur enfant. Et ça, moi je trouve que, voilà, mes étudiants, ils apprennent ça quand ils vont là-bas. Et je pense qu'on a perdu un peu de ce côté de prise en charge en Suisse. Pas pour dire qu'on ne fait pas de médecine préventive, on en fait, on a fait un peu différemment, mais en tout cas pas à ce niveau-là.